Marie-Christine Vergiat. Oui, merci, Monsieur le Président. Je vais d'abord passer sur le fait dont les droits du Parlement européen sont de plus en plus méprisés, je dirais, sur ces questions. Le traité de Lisbonne, paraît-il, avait accru les droits du Parlement européen en matière d'accord international. Dans la pratique, on voit que, je vais le dire comme ça, vous m'excuserez, le Conseil d'abord, mais la Commission aussi, s'ingénie à trouver des procédures, des procédés qui permettent de se passer de l'aval du Parlement européen, notamment sur la question des accords de réadmission. Le deuxième élément, c'est que je crois qu'on est de plus en plus dans une situation de fuite en avant. Entre d'un côté les bons réfugiés, ceux qui ont droit à la protection internationale, et tous les autres, qui seront des mauvais réfugiés, qui sont des migrants en situation irrégulière, qu'il faut à tout prix renvoyer. Je rejoins ce que nous avons dit ce matin, notamment dans le cadre de la proposition de rapport de Sophie in 't Veld. On a des grandes différences d'un État membre à l'autre sur la façon dont on octroie la protection internationale. On n'est pas à égalité quand on est ressortissant de tel ou tel pays, quand on fait sa demande, qui en Italie, qui en France, qui en Allemagne, qui en Suède, qui en Pologne. Je vais donner un exemple qui m'a frappé. Peut-être qu'il n'est pas bon, et s'il n'est pas bon, vous m'expliquerez pourquoi. J'ai eu la curiosité de regarder le bilan des migrations légales dans l'Union européenne en 2015, par nationalité. Tout type de migration confondu, y compris la protection internationale et le statut de réfugié. La première nationalité qui obtient des droits de visa vers l'Union européenne, ce sont les Ukrainiens. Les Ukrainiens sont 500 000 à avoir obtenu une voie légale vers l'immigration. Excusez-moi, j'ai peut-être mauvais esprit, et je précise que ce sont essentiellement des titres au titre du travail. Et j'ai probablement mauvais esprit, mais il me semble qu'un certain nombre de pays limitrophes de l'Ukraine ont tendance à octroyer très facilement des visas aux Ukrainiens, y compris des visas du droit du travail, qui par ailleurs sont les premiers pourvoyeurs de travailleurs détachés, ces États, mais c'est aussi une parenthèse, alors que d'autres nationalités ont beaucoup plus de difficultés à obtenir la protection internationale. Et je vais mettre en parallèle le nombre de Syriens qui ont été accueillis en 2015 dans l'Union européenne. 100 000. 5 fois moins que d'Ukrainiens. Il me semble que par rapport à la situation internationale, nous devrions nous poser un certain nombre de questions au niveau de l'Union européenne. Donc il n'est pas possible de dire qu'il y a les bons réfugiés auxquels les États membres ont accordé une protection et tous les autres. Parce que même ceux qui ont droit à une protection internationale ne sont pas à égalité en la matière. Et je ne parle même pas de la question du droit individuel à demander l'asile, quelle que soit la situation dans son pays. Et cela vaut y compris pour les Marocains, parce qu'il y a un certain nombre de Marocains qui sont victimes de problèmes en matière de droits de l'homme. Je pense notamment aux homosexuels, l'homosexualité étant combattue au Maroc. Donc, quelle est la conception globale que nous avons par rapport à tout cela et quelle est la logique qui sous-tend ces accords? Tout confondu, est-ce qu'il y a encore une logique sur la conception globale de l'Union européenne? Je pense que nous n'en sortirons que quand nous aurons, ça a déjà été dit, quand nous ouvrirons les voies légales. Et que nous n'ouvrons pas les voies légales seulement pour les hautement qualifiés via la carte bleue, parce que ça n'est pas la bonne solution. C'est doublement pervers, ça fait augmenter le chômage des jeunes diplômés chez nous, et ça prive les pays d'origine de leur cerveau, si vous me permettez ça. Et c'est en Afrique qu'il y a le plus de fuite des cerveaux, donc on ne lutte pas contre les causes profonde de migration en facilitant la fuite des cerveaux dans ces pays-là. Donc j'aimerais bien mieux comprendre quelle est la logique de ce qui sous-tend tout cela en dehors de cette fuite en avant et d'une certaine obsession, excusez-moi de le dire comme ça, encore une fois, quelque peu raciste et xénophobe d'un certain nombre de pays vis-à-vis des pays du Sud.